la une de l'actualité, l'Église de la Mission internationale pour le réveil de la puissance de Dieu a célébré sa première fête des moissons à Yamoussoukro. Le premier biologiste animal Daniel Soro-Soroniko a obtenu son doctorat avec la mention honorable avec les félicitations du jury. En Afrique, Gabon, les regards tournés vers la CENAP. Ailleurs dans le monde, en France, le Conseil d'État met un coup d'état d'arrêt à l'arrêté anti-Burkini. Au Brésil, Dilma Rousseff attendue au Sénat pour se défendre. Bienvenue à tous et merci de rester connectés sur The Blessing Channel. Débutons ce point de l'actualité. En religion, l'Église de la Mission internationale pour le réveil de la puissance de Dieu a célébré sa première fête des moissons à Yamoussoukro. Cette célébration a été marquée par des moments de reconnaissance à Dieu et un enseignement de la prophétesse Sylvie Yao sur l'importance de l'offrande des prémices. Les fidèles de l'Église de la Mission internationale pour le réveil de la puissance de Dieu, MIRPD de Yamoussoukro, situé au quartier Énergie, étaient récemment en joie à l'occasion de la première édition de la fête des moissons. En effet, pour l'heureuse circonstance placée sur le parrainage du Saint-Esprit, la prophétesse Yao Sylvie, dans son message introductif tiré du livre de Proverbes chapitre 3, verset 9, a exhorté le peuple de Dieu à honorer Dieu avec ses prémices, gage d'une abondance de bénédictions pour tout bon chrétien. Quant à l'évangéliste Hervé de Christ, l'orateur principal, il a dans sa prédication mis en exergue la délivrance de Moïse de la main de Pharaon par Dieu avant d'ajouter que le fidèle chrétien peut être délivré s'il a la foi. Pour vendre Jésus, Satan a mis l'argent à Judas. Satan a mis Judas. Faut vrai. Non, pas Judas. Jésus est mort. Jésus, oui. Ils l'ont enterré. La Bible dit le troisième jour, il est ressuscité. Donc, pour que la résurrection prenne le monde entier, les autorités ont donné l'argent aux officiers. Taisez-vous. Ne parlez pas. Les fois, c'est ici qu'on entend. Ils ont payé. Ne pas que tu crois que Jésus est ressuscité. Ça donne ton argent. Pour bloquer les consommables. Ils donnent ton argent pour empêcher la voiture. Nous, on ne veut pas servir Dieu. Les moments de guérison de plusieurs âmes, louanges, offrandes ont constitué les temps forts de cette première édition des moissons de l'église MIRPD de Yamoussoukro. Notons qu'en marge de la dite fête des moissons, des objets consacrés dont l'eau, le miel et le sel ont été vendus car la foi sans les œuvres est une foi vaine. Rendez-vous est donc pris pour le prochain programme. Que Dieu vous bénisse. Toujours en Côte d'Ivoire, cette fois en société, un nouveau docteur en biologie animale. Il s'agit de Daniel Soro-Soroniko qui a obtenu son doctorat avec la mention honorable avec les félicitations du jury. Ses recherches ont porté sur l'effet d'un aliment granulé sur l'alimentation et l'élevage des zoolacodes communément appelés agoutis. Monsieur Soro-Soroniko est désormais docteur en biologie et reproduction animale. Il a réussi sa thèse de doctorat avec la mention très honorable. Devant ses maîtres, Soroniko Soro a présenté et défendu ses travaux déclinés sous le thème « Influence d'un aliment granulé à base de fourrage sur les paramètres zootechniques et l'état sanitaire de l'holacode d'élevage en Côte d'Ivoire ». Les résultats de ces travaux ont convaincu le jury dont les membres ont apprécié la maîtrise de l'impétrant. Il a fait un très beau travail, c'est une très belle présentation. Or, un travail scientifique à beau dire, si la présentation n'est pas bien faite, on va perdre un peu de sa valeur. Donc, le résultat du travail est le reflet de la mention qu'il a eue. Une mention très bonne. C'est ce qui se passe. Les pays développés, ils sont arrivés à domestiquer. Mais pourquoi nous ne pouvons pas le
domestiqués. Et le travail que le Dr Soro vient de faire là est une belle voie de une domestication et rendre la boutique comme le poulet. C'est pour lutter contre le braconnage, préserver la biodiversité, la santé des populations animales et humaines, mais aussi satisfaire la demande croissante des populations en protéines d'origine animale que l'élevage de l'agouti ou encore l'agouti-culture a vu le jour. Les travaux du Dr Soro revêtent une importance pratique car il propose un aliment sain sous forme granulée pour une alimentation en toute saison des agoutis d'élevage. Le lacoda généralement il est braconné. Il est chassé dans la nature. D'abord, c'est à plusieurs niveaux que nous allons avoir cet impact. D'abord, je prends le cas de la nature sera sauvegardée. La nature sera sauvegardée. Et donc, nous n'aurons plus les feux de brousse passés par là qui vont détruire soit même les cultures ou bien soit peut-être la faune, ainsi de suite. Et en faisant cet élevage, on préserve aussi la santé des consommateurs. D'abord, vous avez constaté qu'il y a l'épidémie de l'Ebola qui a sévi partout et on a donc interdit de consommer. Élever cet animal permettra de réduire un tant soit peu les maladies zoonotiques qui sont véhiculées à travers le laco. Pour Dr Soro Soronikpo, la prochaine étape est désormais la vulgarisation et la production industrielle de cet aliment granulé pour un meilleur développement de l'holacodiculture en Côte d'Ivoire. Débutons l'actualité africaine au Gabon. Les résultats de la présidentielle du samedi 27 août sont attendus. 628 124 électeurs gabonais étaient aux urnes pour choisir leur président et départager Ali Bongo et Jean Ping, les deux favoris de ce scrutin. Le Gabon, désormais dans l'attente des résultats de sa présidentielle. Après une journée de vote samedi, marquée par une forte affluence, les résultats de chaque bureau sont en train d'être centralisés jusqu'à la Commission électorale nationale et permanente, CENAP. La CENAP était déjà dans le collimateur de l'opposition et d'une partie de la société civile. La question centrale concerne à présent la capacité de la Commission électorale à conduire un scrutin libre et transparent. Je prends le cas du Gabon pour dire tout simplement qu'il y a quand même déjà un doute dans l'organisation des différentes structures. Voyez-vous, le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le chef de l'État, qui appartient à un parti. Le président de la Cour constitutionnelle nomme celui de la CENAP. Celui de la CENAP nomme tous les autres démembrements. Ils sont tous des mêmes partis politiques. Voyez-vous qu'à partir de ce moment-là, les autres candidats, qu'ils soient de l'opposition ou même de la majorité, ont des doutes par rapport à la fiabilité qu'il faut donner à toutes ces équipes-là. Nous, qu'est-ce que nous proposons ? Nous proposons, sur le plan africain, et il y a l'Union africaine qui a envoyé par exemple les observateurs ici. Nous disons, dans nos pays africains, il serait souhaitable que des représentants de l'Union africaine soient en permanence dans nos différentes commissions électorales. Généralement, beaucoup de candidats ont fait un choix. En réalité, on a mis les représentants là où ils pouvaient, ok ? Et à d'autres endroits, bon, puisqu'ils savaient qu'en réalité, l'un ou l'autre des candidats aurait au moins un représentant, surtout du camp de l'opposition, alors cela pouvait faire le travail de tout le monde. Pendant longtemps, ok, ils ont toujours triché, donc ils n'ont pas pris la peine de s'imprégner de la procédure de fonctionnement d'une élection. La confiance dans la crédibilité et dans l'exactitude des résultats d'une élection semble renforcée lorsque le processus de compilation et de publication des résultats est conduit avec transparence et rapidité. La présence d'observateurs du vote est également un gage de crédibilité. Pour le scrutin de ce samedi 27 août, quelques 1000 observateurs internationaux et nationaux sont déployés sur l'ensemble du territoire. Des observateurs dont le travail est déjà salué par quelques candidats. Et aujourd'hui, nous avons constaté que partout où il y avait des points de friction, partout où il y avait des tentatives de fraude, des bureaux pirates, des tentatives d'achat de conscience, les observateurs étaient présents à l'intérieur du pays, à Libreville. Et cela laisse augurer que, compte tenu des écarts
le résultat devrait être incontestable. Les yeux sont désormais rivés sur la commission électorale nationale et permanente à Libreville, vers laquelle remonte l'ensemble des décomptes des commissions électorales locales. Après le décompte de la CENAP, il reviendra au ministère de l'Intérieur de publier les résultats officiels qui devraient intervenir d'ici mardi. Ils seront par la suite transmis à la Cour constitutionnelle pour validation. Alors que les résultats de la présidentielle gabonaise sont attendus pour ce mardi, les deux camps se proclament vainqueurs en accusant l'autre de fraude. À un jour de la proclamation officielle des résultats de la présidentielle au Gabon, Ali Bongo Ondimba prend le contre-pied de la dernière sortie de son adversaire Jean Ping, qui s'est déjà autoproclamé vainqueur. À l'inverse de ce dernier, le président sortant joue la carte de la sérénité et évite de se prononcer sur des résultats encore non officiels. Nous attendons sereinement et nous sommes confiants. Et je voulais dire aux uns et aux autres un grand merci. Tête haute et espoir, de grandes choses nous attendent. C'est ce dimanche que Jean Ping a annoncé sa victoire devant la presse. Un geste salué par certains et décrié par le camp d'Ali Bongo qui a affirmé aussi sa victoire par la voix du porte-parole du gouvernement Alain-Claude Bilimbingze. Les résultats devraient être proclamés ce mardi 30 août, soit 4 jours après le vote. La 6e conférence de Tokyo sur le développement africain TICAD s'est tenue au Kenya. Ce TICAD 2016 a été marqué par de nombreux accords, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, de la santé et de l'agro-industrie. Environ 22 entreprises japonaises et africaines ont signé 73 protocoles d'accord lors de la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement africain. Ces protocoles touchent des secteurs tels que l'énergie, les infrastructures, l'agro-industrie, mais aussi la santé, la finance et la sécurité. Le président kényan a salué cette initiative. Et c'est ce qui me donne de l'espoir que les choses sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord ici ensemble, via des discussions, des débats, des négociations et du dialogue, ont toutes les chances de non seulement être mises en place, mais aussi d'apporter le changement que nous attendons tous sur notre continent. De son côté, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a appelé à une plus grande synergie dans les partenariats publics-privés. Il est évident que la force du secteur privé sera essentielle si l'Afrique veut poursuivre sa croissance. Pour réaliser le rêve africain, le secteur public et le secteur privé au Japon continuent leurs efforts de coopération en vue d'une plus grande croissance en Afrique. Nairobi, la capitale kenyane, a accueilli l'événement qui a duré 2 jours et s'est tenu en Afrique pour la première fois. Il a attiré plus de 10 000 délégués. Au Burkina Faso, les groupes d'autodéfense, les Glowegos, s'impliquent de plus en plus officiellement dans la lutte contre l'insécurité. Fréquemment, ils organisent des remises d'armes à feu saisies aux mains de délinquants. Après avoir occasionné des débats contradictoires autour du cadre légal régissant leur création il y a de cela quelques mois, les groupes d'autodéfense, les Kogolwego, sont à nouveau au cœur de l'actualité. Le jeudi 18 août, les membres du groupe d'autodéfense ont été accusés d'avoir tiré à bout portant sur des individus. Une bavure de plus qui pose le problème de la place des Kogolwego dans le dispositif sécuritaire de la République. Certains citoyens sont favorables à leur maintien. Les Kogolwego affirment leur utilité, mais demandent surtout à être formés. Depuis que les Kogolwego sont là, plus rien ne se perd comme auparavant. Nous passons des nuits paisibles et n'avons plus peur. Nous avions beaucoup de problèmes. Quand on quittait le village pour la ville, on ne pouvait pas se rendre au marché. Quand on s'y rendait, il fallait regagner le village avant la tombée de la nuit. Avec l'arrivée des Kogolwego, plus rien ne nous effraie. Preuve de leur disposition à agir dans le respect de l'état de droit, les Kogolwego ont remis samedi 27 août aux autorités des butins saisis aux mains de délinquants. Au total, 140 armes à feu de fabrication artisanale, 11 motocyclettes, des couteaux et des plaques solaires ont entre autres été présentés. Pour le porte-parole du groupe, cela ne fait plus aucun doute que les Kogolwego ont un rôle prépondérant à jouer dans la sécurisation du pays.
Les Koglewogo me chargent de vous dire qu'ils sont heureux de vous avoir à leur côté cet après-midi. Ils me chargent également de vous supplier d'intercéder auprès des gouverneurs et des élus locaux de toutes les parties du pays afin qu'ils nous conseillent et nous encadrent. Nous demandons au gouvernement de nous aider à nous organiser. Toutefois, le ministre s'est voulu on ne peut plus clair quant au sort réservé à certains membres du groupe détenus depuis bientôt 3 mois à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. C'était à la faveur d'affrontements en juin 2016 dans le quartier Zongo entre les Koglewogo et les habitants. L'affaire, selon le ministre, est entre les mains de la justice. Il ne reste plus qu'à souhaiter un dénouement heureux, a-t-il confié. Débutons l'actualité internationale avec le Conseil d'État français qui s'est prononcé contre l'arrêt anti-Burkini pris par la commune de Villeneuve-Loubet. Cette décision du Conseil d'État, loin de mettre un point final à la polémique autour du Burkini, a été relancée. C'était censé mettre un point final à la polémique sur le Burkini. Pourtant, en suspendant l'arrêté anti-Burkini pris par la commune de Villeneuve-Loubet, le Conseil d'État a fait réagir de plus belle. Dans les premiers rôles de cette telenovela de l'été à la française, le Premier ministre Manuel Valls a très rapidement réagi via les réseaux sociaux. N'épuise pas le débat qui s'est ouvert dans notre société sur la question du Burkini. À 8 mois de l'élection présidentielle, ces quelques dizaines de centimètres carrés de tissu risquent de prendre beaucoup de place. Nicolas Sarkozy, qui fait de l'identité un des thèmes centraux de sa campagne, est favorable à son interdiction. Grand rival à droite, Alain Juppé est lui opposé à ce qu'il qualifie de loi de circonstance sur le Burkini. Bref, les esprits continuent de s'échauffer, au point que certains maires ont affirmé qu'ils maintiendront les arrêtés municipaux. C'est le cas à Nice, le Cat, le Touquet ou à Fréjus, une mairie du Front National. En cas d'entêtement en ce sens, la décision du Conseil d'État fait jurisprudence. Les arrêtés de ces villes devraient alors être suspendus par la justice. La ville d'Istanbul a inauguré un 3e pont sur le lac Bosphore. Ce pont entre dans le cadre d'un programme censé délester un peu la ville de ses bouchons tentaculaires. C'est le nouveau symbole d'une ville en pleine métamorphose. Le pont Yavuz Sultan Selim à Istanbul, plus de 2 km de long, de quoi enjamber le Bosphore. Il est censé soulager les 2 ponts qui existent déjà dans la plus grande ville de Turquie. Derrière ce projet, la volonté du président turc. Accusé de folie des grandeurs par ses détracteurs, M. Erdogan veut marquer de son empreinte le visage d'Istanbul. Ce pont est unique en termes de transport, que ce soit pour les véhicules ou même pour les trains. Imaginé par des architectes suisses et français, l'ouvrage a été construit en 3 ans seulement. 800 millions d'euros d'investissement pour délester un peu la ville de ses bouchons tentaculaires. Les projets pharaoniques se multiplient à Istanbul. D'ici 2020, c'est un tunnel sous le Bosphore qui devrait voir le jour. Entre-temps, un 3e aéroport devrait être achevé. La moitié des Allemands ne partagent pas la politique d'ouverture face aux réfugiés de la chancelière allemande. Selon les sondages, ils sont opposés à un 4e mandat d'Angela Merkel. Suivant cet élément. Jusqu'à 300 000 réfugiés pourraient arriver en Allemagne cette année, d'après le chef du bureau fédéral pour les migrants et réfugiés. Dans un entretien au journal Bild am Sonntag, Frank-Jürgen Weisse a déclaré que l'Allemagne aurait du mal à gérer la situation si le nombre de migrants était plus important. Il a ajouté « L'intégration prendra du temps et coûtera très cher ». Plus d'1 million de migrants en provenance de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Afrique sont arrivés en Allemagne l'an dernier. Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 390 000 personnes ont demandé l'asile au cours des 6 premiers mois de cette année. Selon un récent sondage, la moitié des Allemands pensent que la politique allemande d'ouverture face aux réfugiés, d'abord populaire, a fini par montrer ses limites. La moitié des Allemands seraient opposés à un 4e mandat d'Angela Merkel. Les élections nationales se tiendront en novembre l'année prochaine. Une famille de réfugiés irakiens savoure d'avoir été accueillis en France comme des réfugiés 5 étoiles. Après 1 an sortis de l'Irak et emprunté la route de l'immigration à travers l'Europe, la petite famille irakienne a eu droit à une journée de plage. Il y a 1 an, ils étaient sur les chemins de l'exil à travers l'Europe. Mais en cette fin d'août, c'est pour aller à la plage que cette famille de réfugiés irakiens prend la route.
Direction Cabourg en Normandie. Après un été un peu oisif dans leur petite ville de banlieue parisienne, cette sortie organisée par le Secours populaire est une bénédiction. J'attendais tellement ce moment que je comptais les jours sur le calendrier. Après 3 heures de route, le convoi arrive enfin. C'est la première fois qu'Ali, Tahrir et leurs 2 enfants voient la mer en France. Une mer calme et hospitalière qui les aide à oublier. L'été dernier, c'était un véritable cauchemar. Rien à voir avec cet été où l'on revit. On ne pensait pas qu'on allait survivre à un tel voyage. D'ailleurs, je l'ai appelé le voyage de la mort. La famille Mercat raconte avoir décidé de quitter Bagdad après l'explosion d'une bombe devant leur maison. Abdullah s'en souvient encore à sa façon. En fait, l'Irak, il a fait boum. Et la voiture papa, le taxi aussi, il a fait boum. Mais aujourd'hui, c'est à l'heure de la France que le petit Abdullah a choisi de vivre. Allez les bleus, allez les bleus. Même chose pour son père. Son français est encore un peu laborieux et il cherche toujours un emploi comme sa femme, mais pas de quoi le décourager. J'ai des amis français, on m'invite souvent. Je me suis même adapté aux traditions françaises, aux expressions comme ce proverbe « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Un nid sur lequel s'est penché François Hollande en personne. La famille Mercat fait en effet partie de ces réfugiés que la France s'était engagée à accueillir pour soulager l'afflux de migrants en Allemagne, des réfugiés 5 étoiles, comme on les appelle. Ils ont eu leurs papiers après 3 semaines, tous leurs papiers, leur passeport, les cartes vitales. Ali dit que la France, c'est mon papa et ma maman. Sur son téléphone portable, comme sur les murs de sa maison du Val d'Oise, Ali collectionne d'ailleurs toutes ces marques de reconnaissance de la France. Cette journée à la plage y figurera certainement en bonne position. La guérilla colombienne des FARC a annoncé un cessez-le-feu définitif à partir de lundi minuit. La fin des hostilités a été déclarée par la Havane, le chef des FARC, Timoleon Jiménez. La guérilla colombienne des FARC annonce un cessez-le-feu définitif à partir de lundi minuit. Il sera en France 6 h du matin. La fin des hostilités a été déclarée à La Havane par le chef des forces armées révolutionnaires de Colombie, Timoleon Jiménez, aussi surnommé Timoshenko. Aujourd'hui, plus que jamais, nous regrettons les si nombreux morts et toute la douleur causée par cette guerre. Aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons prendre nos compatriotes dans nos bras et nous unir pour une nouvelle Colombie. La guerre est terminée. Le président colombien Juan Manuel Santos avait demandé jeudi à ses troupes de cesser le feu contre les FARC. Les FARC comptent encore quelques 7500 hommes en armes. Le conflit en Colombie a commencé il y a plus de 50 ans. Les hostilités entre les rébellions d'extrême gauche, les milices paramilitaires d'extrême droite et les forces armées a fait au moins 260 000 morts, 45 000 disparus et près de 7 millions de déplacés. La présidente brésilienne Dilma Rousseff était attendue lundi au Sénat pour se défendre dans son procès en destitution. Cette intervention de Dilma Rousseff est la dernière avant le vote final sur son éviction. La présidente brésilienne Dilma Rousseff attendue aujourd'hui au Sénat pour se défendre dans son procès en destitution. Elle ira sereine comme toujours, dit-elle, appelant son camp à garder espoir. Cette intervention de la chef de l'État sera la dernière avant le vote final sur son éviction, attendu demain ou mercredi, et qui mettrait fin à 13 ans de pouvoir de la gauche au Brésil. La candidate du Parti des Travailleurs a succédé au président Lula en 2010. Rousseff n'a plus aucune chance maintenant, donc il faut en finir et c'est Temer qui sera président, estime ce résident de Brasilia. Ce jeune entrepreneur, quant à lui, espère un changement économique au Brésil. J'ai beaucoup souffert ces 2 dernières années, dit-il, avec la récession et j'espère que le nouveau gouvernement pourra faire des changements et améliorer l'économie.
La popularité de Dilma Rousseff n'a cessé de chuter depuis sa réélection en 2014. Pour l'heure, les députés, dont plus de la moitié sont soupçonnés de corruption, sont très divisés sur la question de la destitution. Et c'est ici que nous refermons ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Béni TV. À bientôt.